arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Cherif Lounès. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans cette émission. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Cherif Lounès est universitaire, ancien acteur de l'islam en France dès 1978. C'est un fils d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale 38-45 qui avait participé à la libération de la France. Il a été lui-même sous-officier de réserve. Membre associatif pour les droits de l'homme, ex-membre de l'Association des étudiants islamiques de France créée par le professeur Hamidullah. Il est auteur de plusieurs articles sur différents domaines dans l'islam, le dialogue interreligieux et sur la question de la représentativité des musulmans de France. Monsieur Cherif, une première question, si vous le permettez, avant de rentrer dans la discussion par rapport à la thématique de ce jour, les attributions des médailles aux acteurs de l'islam en France. Comment vous voyez l'état de l'islam en France? Je ne parle pas en tant que religion, mais en matière de gestion. Bonjour aux auditeurs et à vous-même. Donc, effectivement, la situation de l'islam en France aujourd'hui est très déplorable. Très déplorable. Moi, je suis un enfant de France. J'ai toujours grandi en France. J'ai vécu en France. Je suis allé à l'école primaire en France, au collège, au lycée, à l'université. Je n'ai jamais connu, en 60 ans, jamais connu une situation aussi lamentable et difficile et dangereuse, aussi bien pour les musulmans de France que pour la société. Moi, je mets tout ça sur le compte de la gestion de l'islam en France. La gestion donc, comme vous l'avez dit, je le suis toujours, mais j'ai été acteur quand j'étais étudiant dans cette association des étudiants islamiques de France, qui a été donc fondée sous l'inspiration de Hamidullah. C'est pas lui-même qui l'a créé, mais c'était un intellectuel qui avait une influence. C'était un homme de bien qui se sacrifiait pour la communauté et qui intervenait. Il faisait plusieurs conférences, notamment pour former cette nouvelle génération, les nouvelles générations. Et il était très généreux. Au point qu'il avait mis, par exemple, à disposition totalement un local dans le Paris 11e, à cette association des étudiants islamiques. Bon, moi, je n'y étais plus parce que j'ai quitté le monde étudiant, mais je ne sais plus ce qu'est devenu ce local. Il a certainement été récupéré par une des associations, mais on n'a pas de traçabilité. Alors, c'est bien dommage. C'est ce qui manque dans cette communauté, c'est la traçabilité de ces lieux de culte, de ces associations. Écoutez, la traçabilité, il n'y a pas que le lieu de culte. La traçabilité aussi, chose qui a été demandée par le président de la République et tous ceux qui interviennent en termes de flux financiers et aussi parfois des livres et des idées, des fatwas qui circulent, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un tout. C'est un tout parce que on n'a pas encore jusqu'à présent trouver les personnes compétentes pour gérer et représenter l'islam de France. Et la communauté des musulmans, bien entendu, qui malheureusement est un peu dans l'ignorance de ce qui se trame dans ces sphères soi-disant représentatives, où on a quand même beaucoup de médiocrité. Et malheureusement, ça mène à la situation d'aujourd'hui où on a une opinion publique française qui est quand même déconcertée, qui est inquiète par rapport aux musulmans et à l'islam, parce qu'elle ne voit cette expression religieuse que par les attentats, des comportements parfois excessifs de certains musulmans. Et donc ça devient tout un amalgame qui fait que cette communauté aujourd'hui traverse une période très difficile, et surtout pour les enfants, c'est terrible. Bien sûr. Les jeunes, les enfants, voilà. Les jeunes qui sont en recherche d'emploi,
les enfants qui sont dans la cour de récréation, parce que les autres enfants entendent les informations, entendent ce qui se dit chez eux. Et comme il y a cette image négative de l'islam et des musulmans, ça se répercute sur eux. C'est une violence terrible pour eux. Vous voyez? Donc nous, enfants, on a un petit peu vécu quelques racismes, mais parce qu'il y avait, on sortait de la guerre d'Algérie, il restait des choses comme ça, vous voyez. Mais là, aujourd'hui, selon vous, qui est responsable de cette situation? Est-ce que le musulman en tant que musulman? Est-ce que c'est le politique qui a mis en marge ce dossier de l'islam, ou bien ces institutions qui, soi-disant, représentent les musulmans de France? Quand je parle des institutions, je parle aussi des fédérations, qui sont nombreuses, et qui, soi-disant, représentent l'islam en France. Ce qui ne va pas, ce n'est pas à l'échelon de la communauté elle-même, parce que la communauté elle-même, elle est intégrée, elle est dans la société, elle apporte sa richesse, elle apporte sa contribution. Certains sont des exemples, sont des modèles, hein, heureusement. Donc l'opinion publique, elle les connaît, elle les côtoie. C'est les citoyens de tous les jours, hein, qui sont dans la masse. Heureusement qu'il y a cette présence de ces citoyens musulmans qui sont dans différentes strates de la société, hein, aussi bien dans la fonction publique que dans l'armée, la police, dans les entreprises. On les voit, ils travaillent, ils sont sérieux. Après, il y a une frange, effectivement, un petit peu en marge de la société qui, malheureusement, donne aussi cette mauvaise image par les accoutrements un peu bizarres, des expressions bizarres, des interprétations rigoristes, etc. Mais tout ça, pourquoi? Parce que cet islam n'a pas été bien organisé. Donc, tous les représentants qu'on a depuis un certain nombre d'années, notamment, on va dire, depuis 2002, 2003, quand M. Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, va créer ce fameux CFCM, où vont ici débarquer plein d'opportunistes, il faut le dire, qui n'ont pas ni compétences, ni savoir, ni maîtrise. Et on a écarté aussi dans ces structures les enfants de France, les musulmans enfants de France, c'est toutes ces nouvelles générations qui ne sont pas liées au consulat, qui ne sont pas liées à des autorités ou des politiques, parce que jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qui apparaît, et c'est terrible, c'est uniquement un islam sécuritaire ou un islam politique ou un islam consulaire. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les musulmans, ils ont simplement besoin qu'on structure la religion dans sa pratique, par les lieux de culte, par des associations transparentes, reconnues, bien gérées, et qu'on arrive à une pratique apaisée de la foi musulmane, comme les autres cultes monothéistes. D'autant plus que l'islam est la seule religion qui reconnaît les autres religions et les accepte et les admet et les tolère totalement. Et elle dit qu'elle est une branche de ça, elle est une continuité. C'est extraordinaire. Donc c'est ce qu'ils veulent les musulmans en général. Voilà. Vous allez voir que bientôt il va y avoir le Ramadan là qui va commencer vers le 6 mai, je crois. C'est ça. C'est très pratiqué dans la communauté, même si peut-être 70% ou 80% de la communauté le pratique, même s'ils ne vont pas tous dans les mosquées, dans les structures, dans les associations, etc. Exactement. Mais ils font ça de manière paisible, discrète, etc. Donc voilà, c'est ça qu'on voudrait mettre en valeur parce que ça va plaire à l'opinion publique en général. Vous voyez? Monsieur Chérif Younes, vous êtes un militaire. D'accord? Donc vous savez ce que c'est que la médaille. Ah oui, voilà. Oui. Justement, avant tout, parce que la thématique de ce jour, on parle de ces médailles attribuées à un grand nombre d'acteurs de l'islam en France. Vous êtes en train de me dresser un tableau noir sur ces acteurs. Vous avez parlé d'opportunistes, vous avez parlé aussi des gens qui n'ont aucune compétence, hein, donc c'est très fort. Et de donner des médailles de la République à des gens de cette tranche de la société, ça se comprend quelque part parce que ce sont des humains, mais est-ce qu'il s'agit des médailles données, selon vous, pour un motif de compétence ou d'un acte héroïque pour l'islam ici en France, ou bien pour le vivre ensemble tout court? C'est-à-dire que ces médailles sont assez récentes. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis un enfant de France.
j'ai étudié, j'ai fait l'évolution de tout citoyen, de citoyen français, qui a fait les différentes étapes de sa vie, de l'école au lycée, aux universités. C'est vrai que j'ai fait l'armée parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire. Donc, je suis sorti sous-officier de réserve. Et c'était en 76. Et par exemple, les officiers de réserve, sous-officiers, officiers de réserve, ont droit à demander l'ordre national du mérite. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais ce qui m'a surpris, c'est que depuis ces derniers temps, les personnes qui se disent représentants du culte musulman, beaucoup d'entre eux ont été décorés de ces deux médailles qui sont d'abord l'ordre national du mérite. L'ordre national du mérite, c'est pas rien. Il est destiné à honorer des citoyens. Donc, c'est une récompense pour les mérites distingués. Alors que ce soit des mérites qu'on a acquis dans la fonction publique ou dans l'armée ou encore dans une activité privée. Mais je ne vois pas des représentants musulmans avoir cette distinction au nom d'une religion. Quel est l'intérêt? Pourquoi? Et beaucoup d'entre eux aussi ont aussi la Légion d'honneur. Mais la Légion d'honneur, c'est une récompense qui pour des mérites éminents, c'est-à-dire acquis au service de la nation. C'est pas rien, que ce soit à titre civil ou à titre militaire. D'accord? Et cette Légion a été donnée à des acteurs de l'islam de France? Oui, bien sûr, presque tous. Et je crois qu'il n'y a aucune structure qui a reçu autant de médailles que celle du CFCM. C'est incroyable. Si vous prenez le nombre de gens parmi eux qui ont eu toutes ces médailles, c'est incomparable avec les autres communautés. Et donc, alors que, par exemple, la Légion d'honneur, il faut démontrer la richesse d'un parcours de vie particulier, un acte de courage, de générosité, ou une action en faveur des idéaux nationaux. À l'époque, ça se donnait, par exemple, du temps de la colonisation, aux Pachagas, aux Caïds, des gens qui avaient des fonctions importantes. D'ailleurs, beaucoup ont été assassinés quand il y a eu le mouvement de libération pendant les guerres de décolonisation. On a des centaines qui ont été assassinés parce qu'ils portaient une médaille, parce qu'ils étaient des anciens combattants, 39-45 ou de 14-18, qui étaient assassinés par le mouvement nationaliste. Et là, on a un retour de l'histoire où ce sont les descendants de ces gens-là, ou même des gens qui étaient déjà au FLN, par exemple, je parle pour le cas de l'Algérie, qui aujourd'hui arborent ces médailles. C'est vraiment un retournement de l'histoire. Donc aujourd'hui, nous, en tant que communauté musulmane, parce que dans la religion de l'islam, on sert la communauté, on sert une religion, pas pour se servir personnellement. Donc s'ils ont utilisé ces fonctions-là pour avoir ces distinctions, à mon avis, ça pose problème. Et nous, on a le droit de savoir sur quels critères ils ont été distingués. Quels sont leurs mérites? Parce que quand on voit la situation catastrophique de la communauté musulmane, on peut se poser la question, qu'avez-vous comme bilan positif concernant l'image que vous êtes vous-même souvent autoproclamé comme représentant du culte musulman? Qu'avez-vous fait de cette image qui est aujourd'hui quand même négative? Et vous êtes quand même, et vous allez quand même recevoir, je parle pour ceux qui l'ont reçu au nom du culte musulman, parce que quand on attribue une médaille, on regarde quand même une espèce de CV, vous voyez, sur tout ce que vous avez pu améliorer, contribuer, je l'ai cité tout à l'heure, en faveur de la nation. Quels sont les mérites éminents que vous avez? Alors, soit ces représentants du culte en ont bénéficié en dehors de la religion, à titre personnel, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des astrophysiciens, je ne sais pas, il y a peut-être des gens parmi eux qui sont de véritables lumières, qui ont apporté énormément, ou qui sont des grands écrivains, qui ont apporté énormément. Pourquoi? Ce n'est pas le cas d'après vous? J'en connais pas, personnellement. J'aimerais bien savoir
à quel titre les uns et les autres, on ne va pas citer leurs noms, ils sont nombreux, mais ils sont très connus, ont eu toutes ces médailles. Voilà. Attention, je pose la question sans animosité, sans condamner qui que ce soit. Non, j'ai bien compris. Et sans chercher à blesser qui que ce soit. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, que quand vous parlez de la communauté musulmane et que vous allez en tant que représentant, même si vous êtes autoproclamé, vous devez quand même donner explication sur ce que vous venez obtenir comme avantage au nom d'une communauté. Parce que moi, personnellement, j'ai pas été consulté. Je crois que très peu de gens ont été consultés sur ces médailles. Mais donc, Monsieur Chérif, s'il vous plaît. Est-ce que c'est légitime pour nous, musulmans français, de demander à ces personnes qui se prévalent du titre de représentant du culte musulman, sur quels critères, sur quel mérite vous les avez obtenus? Si c'est au nom de la religion, ce n'est pas possible. Alors, une question qui s'impose. J'aimerais bien d'avoir une réponse directe, comme vous l'avez bien fait jusqu'à maintenant. Rien à dire. J'aimerais bien que vous le sachiez. Votre franc-parler est clair d'une manière assez importante. Il y a une question qui s'impose. Moi, je me mets à la place de ces gens-là. D'accord? Ces gens-là, ce n'est pas eux qui ont fait la demande. C'est ceux qui l'ont donné, octroyé cette médaille. Alors maintenant, la question qui s'impose, puisque vous connaissez le dossier des médailles, est-ce que la démarche, c'est la personne concernée qui fait la demande, ou bien c'est l'État qui choisit tel ou tel pour tel mérite? L'État ne choisit pas comme ça au hasard. D'accord. L'État, il est saisi par un dossier qui est présenté. Ce dossier est accepté aussi bien donc par le récipiendaire, c'est le terme qu'on utilise, pour celui qui va recevoir la médaille. C'est lui qui va démontrer quels sont ses mérites, quel est son parcours de vie, quelles sont les actions qu'il a menées. Et c'est à travers donc cette espèce de curriculum vitae qu'on va, après, il y a une commission qui se réunit et qui dit, il mérite ou pas la médaille. Beaucoup demandent et ils l'ont pas, attention, ça ne se donne pas quand même avec facilité. Mais maintenant, est-ce que il y a eu des faits matériellement inexacts qui ont été mis en valeur pour pouvoir obtenir la médaille? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont fourni des renseignements erronés? Ça, c'est plus grave. J'en sais rien. Eh oui, mais là, il faudrait une enquête judiciaire presque. Par exemple, attention. Qui nous disent, là, les uns et les autres, là, ils sont connus, nous avons des listes du CFCM et un peu ailleurs, chez certains recteurs, par exemple, prétendus recteurs. Recteur de mosquée. Oui, par exemple. Vous avez eu la médaille, monsieur. Quelles sont les activités remarquables pour vous avez été décoré? Si c'est vos propres activités, chapeau, merci bien, bravo, monsieur. Mais si c'est des activités parce que vous faites valoir que vous êtes responsable d'un lieu de culte ou d'une association religieuse, là, ça devient un petit peu, vous voyez, un petit peu difficile à accepter parce que la religion ne doit pas servir à des fins personnelles. Voilà. Donc nous, quand on voit l'état catastrophique de cette communauté, aussi bien sur le plan médiatique, politique ou autre, et puis qu'on voit qu'il y a des gens qui ont ce titre de représentants et qui sont largement décorés avec des médailles qu'on ne donne même pas à des militaires qui ont été blessés sur les champs de bataille, on se pose question. Alors, moi, personnellement... Écoutez, appel lancé à cette commission qui octroie déjà ces médailles avant les concernés. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est la commission avant tout. La commission doit donner des explications sur quelle base il a pris cette décision. Bon, si la personne est un arnaqueur, il a arnaqué tout le monde, il doit payer. Si la personne mérite sur un aspect personnel, moi je pense que c'est un droit de savoir pour tout le monde. Bon, en général, par exemple, je donne un petit exemple, en général, quelqu'un qui a été l'objet d'une condamnation juridique, il n'a pas droit. Donc je pense que ces personnes n'ont pas été condamnées. Maintenant, est-ce que vraiment
elles ont mérité ces médailles-là en tant que représentants musulmans. Attention, je dis bien en tant que représentants musulmans. Parce que si c'est en tant que chercheur universitaire ou je ne sais pas, et il peut être aussi en même temps responsable d'une association religieuse, pourquoi pas. Mais c'est sur le plan, ça sera sur ses capacités universitaires. Parce qu'il a fait de la recherche, ou je sais pas, où il a publié, où il a des livres, etc. Mais si c'est uniquement parce que vous êtes au sein du Conseil français du culte musulman, moi, je trouve ça un petit peu dérangeant. Voilà, parce que la religion ne doit pas servir à ça. Donc, selon vous, c'est la question que vous posez jusqu'à maintenant, c'est simplement, est-ce que c'est bien, bel et bien, c'est au nom de l'islam que ces gens-là ont obtenu cette médaille, ou bien c'est par rapport à leur mérite autre que l'islam? Mais la réponse, il n'y a personne qui peut le donner, sauf la commission, qu'on soit clair. Hein. Donc, ou la personne concernée. Et puis nous, en tant que musulmans, nous savons qu'ils sont pas très méritants parce que ils ont mené cette communauté à une impasse. Ils n'ont jamais été capables d'organiser l'islam de France. Alors que c'est une de leurs responsabilités quand on est au CFCF, quand on est à la tête d'une organisation religieuse, quand on est à la tête d'une mosquée, etc., etc. Ben, on a quand même l'obligation de donner la bonne image, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'on n'a aussi pas été capable, on en reparlera peut-être dans d'autres émissions, de pouvoir faire barrage à tout ce qui a été véhiculé à travers la propagation d'idées radicales. Tout ce radicalisme-là, ils n'ont pas été capables ni de le voir arriver, ni de l'empêcher, ni de c'est l'échec total, hein, qu'on soit clair là-dessus. Oui, ils n'ont pas été capables d'expliquer à ces jeunes de ne pas partir dans ces dérives. On a laissé quand même dans des endroits, surtout dans des quartiers ou dans des cités, etc., se propager l'anti-France. Les gens sont anti-France. Mais alors qu'il vit dans un pays où il est né, où il va à l'école, où il est soigné, où il habite, où il mange son pain, comme on dit. Et on a laissé comme ça passer des idéologies voilà, ça c'est terrible parce qu'on a mené des tas de jeunes aussi en marge de la société. Au lieu d'être impliqués et de les inciter à travers la religion, parce que la religion, elle n'est pas incompatible avec la République. Mais il faut bien préciser une chose aussi, Monsieur Lunès, qui est aussi assez importante à mes yeux. Hein. Vous avez parlé des recteurs. Il y a un grand nombre de recteurs qu'ils ont pris leur poste comme Bouteflika. Et ils ne veulent pas lâcher la présidence. Voilà, je pense que ce qui se passe en Algérie va peut-être éveiller certaines consciences en France. Un certain nombre d'associations parce que là, récemment, juste pour information, comme ça vous aurez une petite idée, il y avait l'intervention de M. Bernard Godard. D'accord? Donc, je crois que tout le monde connaît ce monsieur par rapport à son travail sur le champ de l'islam de France. Et ce monsieur, on a parlé de ce dossier par rapport à ces recteurs, ces différents recteurs qui sont toujours là. Et qu'ils n'ont aucune capacité ni intellectuelle ni autre. Mais par contre, même elle a parlé, hein, donc ça a été dit ici, il y a un certain nombre de fraudes par rapport à ces élections. Et là, il y a un problème. Alors, comment ça se fait qu'on laisse pas la place à des jeunes qui peuvent y aller encore plus loin? Et si on regarde un petit peu le passé de ces recteurs, c'est assez noir que d'autres, hein, qu'on soit clair. Leur passé, ça nécessite une enquête approfondie. Donc, moralité de l'histoire, avec un passé pareil, avec un poste acquis par fraude ou par obligation ou marchandage depuis un certain temps, comme Bouteflika jusqu'à maintenant, qui vient de partir par le peuple, nécessite une question primordiale, à mon sens, de voir le pourquoi de la chose. Est-ce que parce que c'est l'argent qui est derrière ou pas? Non, je pense que oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, quelqu'un qui s'accroche à son siège ou à sa chaise depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est qu'il a un intérêt particulier. Sinon, si c'était un véritable philanthrope,
ou quelqu'un qui travaille pour une cause, à un moment donné, il va dire, écoutez, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Merci, au revoir. À d'autres de prendre la suite. C'est ça. Et voilà, moi je reste présent, mais à d'autres de prendre les responsabilités. On voit les mêmes têtes, hein. Il faut pas croire, les mêmes têtes depuis certains temps. Hein. Et justement, et même certains qui sont très malades, ils ont du mal à se déplacer, etc. Mais on se maintient sur la chaise. Effectivement, ce qui se passe en Algérie va peut-être, surtout s'il aboutit sur un régime libre et démocratique, parce que c'est ce que demandent les masses algériennes, qui manifestent par millions, parce que ça fait quand même presque 60 ans qu'ils vivent sous le même régime, sans liberté, sans démocratie. Donc, effectivement, si jamais ça tombe, ça va avoir des conséquences ici sur le culte musulman en France, parce qu'il y a ces interférences dont on a parlé. C'est vrai qu'il y a les consulats, mais vous avez aussi toutes les officines de sécurité de ces pays qui sont qui infiltrent la mosquée de Paris, par exemple, mais pas que la mosquée de Paris. L'émission L'Islam de France, elle dépend de certains généraux en Algérie. Général algérien Oui, qui ont leur mot à dire et parce qu'ils ont leurs hommes qui sont placés dans même actuellement. Actuellement, par exemple, vous avez le président de cette association de l'émission Vivre l'Islam, qui était, il y a 4 ans, le président du comité ici en France et en Europe du soutien au 4e mandat de Bouteflika. Il n'a pas été à cette fonction comme ça par hasard, alors qu'il est dans une émission religieuse où la laïcité doit s'appliquer, il ne doit pas être impliqué politiquement. Si j'ai bien compris, si je viens parler par l'information qui circule, si j'ai bien compris, donc vous parlez de M. Samsidine. D'autant plus, mais il n'est pas tout seul, parce qu'ils sont une poignée qui sont là depuis, lui ça fait peut-être depuis 17 ans, d'autres ça fait un peu plus. Vous avez les mêmes intervenants animateurs télévision depuis 25 ans, alors que cette émission ne marche pas, elle est médiocre. Et pourquoi on a tout fait pour enlever M. Al-Benchir par rapport à cette émission qu'il le maintenait d'une manière assez importante quand même. Oui, bon, Aleb maintenant est parti parce qu'il a aussi d'autres fonctions. Il a une émission sur France Culture. Il a été mis dernièrement président de la Fondation de France. C'est vrai que son départ a été fait de manière, on va dire, à l'algérienne. On l'a fait dégager. Je parle du pouvoir algérien, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'il est victime, mais malgré tout, ça fait trop longtemps qu'il y était. Donc, c'est bien pour lui qu'il parte aussi et qu'on laisse la place à d'autres personnes. Il faut renouveler tous ces gens-là si on veut que cet islam se retrouve une pratique apaisée et une opinion publique plus convaincue que ces musulmans respectent les lois, respectent la République, etc. Parce qu'aujourd'hui, il se pose cette question-là de est-ce que l'islam est compatible avec la République? Vous voyez, nous sommes arrivés vraiment à très très bas dans cette perception de l'islam extrêmement négative. Vous avez... Et donc, je voulais dire quand même un mot sur le mot recteur. Parce que c'est ça. On utilise comme ça le mot recteur sans raison. Le mot recteur, d'abord, est d'origine chrétienne. C'est une appellation qui est réservée à certains prêtres. Par exemple, là, on a parlé beaucoup de Notre-Dame de Paris suite au terrible incendie catastrophique. Il y a là-bas, sur place, un recteur. Un prêtre, il est recteur. Pourquoi? Et vous avez aussi un recteur à Lourdes. C'est-à-dire que ce sont des lieux de passage et de pèlerinage de chrétiens qui viennent d'ailleurs. Parce que vous savez que l'Église, elle est structurée en diocèse. Et chaque diocèse, il a ses propres pratiquants. Donc, il gère les pratiquants du lieu. Mais quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont de passage, on installe un recteur. Donc ça, c'est uniquement pour des lieux de pèlerinage. Et donc, c'est comme ça, le mot recteur. Il vient de là. Ensuite, effectivement, il a été appliqué dans l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, au départ, l'enseignement était chrétien, catholique. Il a fallu qu'il y ait la laïcité, etc., pour qu'on en fasse un enseignement public. Mais on a gardé quand même des choses de l'ancien système religieux qui était l'instruction, qui organisait l'instruction en France.
Et donc, on a gardé des termes. C'est comme le mot baccalauréat. C'est aussi un terme religieux qui sanctionnait un certain niveau d'études. Donc, voilà des gens qui empruntent un mot qui se pratique dans la chrétienté et ils se le donnent parce que ça fait bien, ça fait de la notoriété. Non, monsieur, tu peux être responsable d'une mosquée sans t'appeler recteur. Tu peux être responsable d'une association, tu es président d'une association, tu es directeur d'un lieu, mais tu n'es pas recteur. Recteur, c'est une appellation abusive, à mon sens. Et effectivement, comme vous dites, souvent les personnes qui sont avec ce titre-là n'en ont pas les compétences. Écoutez, tout ce qui a été dit aussi par un homme de terrain qui s'appelle Abdelatif Msebqa, qui a mis à plat par rapport à cette histoire de recteur, et notamment il a parlé du recteur de la mosquée de Mohamed VI à Saint-Étienne, qui a parlé de son passé noir, mais aussi et qui a parlé énormément par rapport à ses compétences. Donc cette notion de recteur pose un réel problème partout. Donc il faut la refuser, il faut l'interdire même, parce qu'il n'y a aucune raison. C'est comme si moi demain je vais m'appeler ministre. D'accord. Voilà. Ou quelqu'un d'autre va s'appeler, je ne sais pas. Donc c'est un poisson. Je suis préfet de mon local. Alors moi je suis préfet de mon studio là. Parfait. Eh ben, amitié à nos recteurs. Eh ben, écoute, Chérif Lounès, bienvenue quand vous le souhaitez dans cette émission pour parler par rapport à d'autres dossiers qui interpellent aussi les musulmans ici en France. Et nous continuerons, bien entendu, pendant le mois de Ramadan. Pourquoi pas de faire un lien avec ce mois sacré, c'est bien fait sur le plan médical ou aussi sur le plan spirituel. Les musulmans ont besoin d'être apaisés et le mois de Ramadan, c'est le meilleur moment d'apaisement. Ramadan Karim, monsieur Chérif Lounès et à l'ensemble de notre auditoire. Par contre, si dimanche prochain, effectivement, puisque ça va coïncider avec la veille du début du Ramadan, Inch'Allah. Je suis prêt à intervenir si vous le souhaitez, justement sur la signification du jeûne et les bienfaits du jeûne, Inch'Allah, ce jeûne qui a été prescrit, comme dit le Coran, aux générations d'avant les musulmans. Du Coran. Oui. وكتبنا عليكم الصيام Voilà. Et nous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux générations d'avant vous. Et donc ça prouve aussi que là il y a une assise entre les différents cultes, une pratique commune. Bien sûr, et fort heureusement. Et fort heureusement. Merci, monsieur Chérif Lounès, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Ok, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel.